Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Autotrends et aujourd'hui on essaye la MG4. Et la MG4, c'est quoi? Eh bien c'est la nouvelle compacte électrique de MG et pour vous la présenter, eh bien, je suis aujourd'hui avec Laurent Zilli qui est donc le responsable des essais du magazine Autotrends. Salut Laurent. Salut Nico. Alors dis-nous cette MG4 puisque c'est surtout toi qui va la conduire, qui va nous la présenter aujourd'hui. Présente-la nous un petit peu, dis-nous un petit peu ce que ça représente pour MG. Pour MG c'est très important, donc c'est la toute nouvelle MG, c'est la dernière qui vient de sortir. C'est très important pourquoi? Parce que c'est une compacte, que c'est un segment qui est en pleine évolution, en pleine explosion même. Donc c'est une voiture qu'on peut opposer à la Renault Mégane EV, à la Volkswagen ID.3 et peut-être aussi dans une moindre mesure au Peugeot 308, à l'Opel Astra, à la Citroën C4. Je dis dans une moindre mesure parce que ces voitures-là existent en essence, en hybride, enfin toute une variété de motorisation, alors que celle-ci, comme la Volkswagen et la Renault, sera 100% électrique et rien que 100% électrique. On précise parce que par exemple le MG ZS qu'on avait déjà essayé sur la chaîne existe maintenant également avec une motorisation thermique, un moteur essence. Celle-ci restera bien uniquement électrique et elle fait vraiment partie du programme de développement de MG. Oui, parce qu'elle repose sur une plateforme que MG inaugure avec la MG4, encore une fois dédiée électrique, qui est appelée à recevoir une foule de modèles, qui aura différentes tailles d'empattement. 10 modèles d'ici 2030 quand même. 10 modèles d'ici 2030, dont le premier Roadster, que MG promet pour ses 100 ans. Donc on espère revoir une MG sportive telle qu'on l'a encore dans l'imaginaire connectif, mais ce sera une 100% électrique, il faut s'y faire. Et déjà en termes de design, il y a un vrai gap de passé par rapport aux précédentes. Même le Marvelard qui était déjà jusque-là la plus belle des MG, là on sent vraiment qu'ils ont complètement passé un cap en termes de style. On peut dire qu'ils sont sortis de leur coquille carrément. On pouvait reprocher à certaines MG, peut-être pas au Marvelard qui est déjà une certaine pièce de design, mais à d'autres MG d'être un petit peu générique, d'être un petit peu déjà vu. Là pour le coup on ne pourra pas dire ça. Je veux dire la MG4 elle a de la gueule. Elle est agressive, elle a un style, elle ne veut pas laisser indifférent, quoi. Là, on ne risque pas de passer à côté dans les rues. Oui, parce que ce soit de face ici avec ces phares LED, des phares 28 LED avec éclairage adaptatif, alors déjà ça lui confère un regard très agressif. Et puis surtout, l'aéro a fait vraiment partie intégrante du développement. Ça commence à l'avant puisqu'on a notamment cette calandre, qui est une calandre donc à volet actif, donc avec les volets qui s'ouvrent et se ferment en fonction des besoins de refroidissement du moteur et de la batterie. Et puis l'aéro a également été soigné sur tout le reste de la voiture. Tout le reste, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Enfin, c'est ni plus ni moins que dans d'autres constructeurs, mais forcément, ça commence ici, la façon dont cette partie est dessinée pour dévier l'air sur les flancs de la voiture. Les jantes aérodynamiques évidemment, comme sur tant de voitures électriques, les jantes qui ont un nom bien spécial. Tomahawk. Les arêtes ne sont pas laissées au hasard, elles ne sont pas là pour rien. Le travail du rétroviseur, tout est fait pour que la voiture rentre dans l'air vraiment. On a aussi le spoiler ici, le spoiler de coffre qui n'est pas disponible sur toutes les versions, mais qui ajoute, qui fait sa part pour augmenter l'autonomie de la voiture. Et puis l'air, quand il est passé sur le toit, qui passe le petit spoiler, il n'a pas fini son chemin parce qu'il va venir buter ici sur la poupe, sur la porte de coffre et sur les blocs optiques qui ont aussi été travaillés uniquement pour l'aérodynamique. Puis alors là, question design aussi, de nouveau. Là, la partie arrière, c'est plutôt pas mal aussi en termes de reconnaissance dans le trafic. Ça va directement flasher, surtout avec la couleur qu'on a aujourd'hui. Et puis même les détails sont très soignés parce qu'on a également toutes des LED intégrées ici dans le bandeau. C'est vraiment superbe, c'est vraiment bien travaillé. C'est ce qu'on appelle une signature lumineuse. Et tous ces éléments de design ont bien sûr un intérêt, c'est de favoriser l'autonomie. L'autonomie. Alors, il va y avoir 3 versions disponibles de la MG4. Il y a, en fait, ce sera réparti sur 3 finitions. Il y a une finition de base qui reçoit une batterie de 51 kWh et qui a 170 chevaux. La batterie de 51 kWh promet à peu près 350 km d'autonomie WLTP. Les 2 versions supérieures, elles reçoivent le moteur 204 chevaux, donc c'est la version la plus puissante, et forcément la batterie est plus grande aussi, 64 kWh pour aller entre 435 et 450 km/h. La batterie, MG est très fière de nous dire que c'est une des plus fines du marché. Elle est logée évidemment comme dans toutes les voitures électriques sous l'habitacle, dans la structure skateboard. Et elle ne fait que 11 cm d'épaisseur, donc c'est vraiment très fin et de fait on verra tout à l'heure que c'est pas si anodin que ça parce que ça joue quand même un rôle sur l'habitabilité dans la voiture. Et il y a également une différence au niveau de la charge entre les deux batteries.
Oui, la version de base a un chargeur intégré qui va jusqu'à 6,6 kW en courant alternatif. Alors 6,6, c'est vrai que c'est pas énorme. Ouais, c'est pour une prise domestique. C'est pour une prise domestique. Les versions supérieures, c'est beaucoup mieux déjà. Le chargeur embarqué va jusqu'à 11 kW, donc on peut se mettre un bon wallbox qui va pulser. Et, 11 kW de série, hein, donc il n'est pas en option, il est de série sur les finitions les plus huppées. Ouais. Et pour ce qui est des charges rapides, elle prend jusqu'à 135 kW en borne rapide. Et ça, c'est dans la norme. C'est pareil que sur la Renault Mégane, par exemple. C'est dans la norme, mais surtout, ça pourra être amené à évoluer, puisque la technologie en 400 volts pour l'instant peut également passer en 800 volts, puisque la plateforme est prévue pour. Et donc 800 volts, eh bien, ça nous permettra d'avoir des vitesses de charge beaucoup plus élevées, comme sur une Porsche Taycan, par exemple, ou une Kia EV6, entre autres. Il y a Hyundai. MG est vraiment décidé à jouer... dans la cour des grands. Voilà. Parfait, bah écoute, on peut peut-être passer à bord. Tu nous expliques un peu ce que tu en as pensé? Oui. Alors dans l'habitacle aussi, du coup, on est vraiment dans un autre univers maintenant. On est dans un autre univers, parce que là aussi, on pouvait dire de certaines MG, notamment la ZS et le HS, que l'environnement intérieur était assez classique, assez convenu. Là, on fait un saut dans la modernité, on fait un saut dans la voiture électrique telle qu'on l'attend, hein, avec une présentation un peu minimaliste, un peu épurée, avec juste 2 écrans, un pour le multimédia, un pour les informations nécessaires qui fait office de compteur. C'est propre, c'est net, c'est moderne. C'est peut-être un peu trop épuré quand même, parce que notamment on n'a plus du tout de commande physique, et donc quand il faut régler la climatisation, on est chaque fois obligé de multiplier les recours à l'écran. Donc ça c'est toujours un petit peu dommage, et surtout quand on utilise Apple CarPlay notamment, puisqu'on a quand même une connectique avec les smartphones, donc Apple CarPlay, Android Auto, et bien on n'a plus du tout le menu de clim qui s'affiche, on est chaque fois obligé de repasser par l'écran principal pour régler la clim. Ça c'est quand même un petit peu dommage. Ouais, ça c'est la politique du tout à l'écran, c'est décidément quelque chose auquel on ne se fait pas. Par contre, au niveau des qualités des matériaux, des assemblages, c'est vraiment aussi un grand pas en avant, hein, parce qu'on a du plastique moussé là sur le tableau de bord, on a quand même des plastiques. Alors, ils sont rigides, mais on sent quand même que c'est du solide quoi, sur les contreportes. Et puis les assemblages, c'est vraiment propre, net. Il n'y a vraiment rien à redire à ce niveau-là. Il n'y a rien à redire. Alors, c'est vrai qu'on on peut tiquer sur le fait que quand on tapote là ou quand on tapote sur la portière, ça sonne un peu creux, ça sonne un peu light. Mais comme Nico dit, c'est bien construit, c'est bien assemblé et on ne peut pas reprocher le côté light des plastiques parce que d'abord, il faut le rappeler, c'est une tendance générale dans l'automobile, même dans les marques premium, ils reviennent au plastique dur. Dans des endroits parfois un peu plus cachés, mais ils y reviennent quand même, d'abord parce que c'est moins cher, ensuite parce que c'est plus léger, et dans le cas d'une voiture électrique, c'est très important que ce soit léger, et de fait... C'est l'une des plus légères du marché d'ailleurs, à peu près 1600 kg. 1600 kg, c'est encore un autre point commun avec la Mégane, et 1600 kg, c'est à peine plus lourd qu'une voiture compacte, classique, à essence. En termes d'équipement, on a également tout, hein, puisque comme je disais, on a le multimédia avec navigation, avec la connectique smartphone, on a bien entendu les assistants au maintien de voix actifs, qui portent d'ailleurs un nouveau nom chez MG que j'ai oublié. MG Pilot. Voilà, qui regroupe donc tous les assistants de conduite. On a la caméra à 360 degrés également, donc c'est vraiment full option, en tout cas sur notre version haut de gamme, puisqu'on a aujourd'hui la finition la plus élevée, bien entendu. Qui reste à... Ah non, on vous le dira plus tard. Bon, à l'arrière c'est pas mal non plus, hein. La banquette est assez bien dessinée, je trouve, on est bien maintenu sur les côtés. Ça prend bien le dos. C'est assez confortable. Les coussins sont moelleux. Et puis c'est une jolie sellerie cuir tissu. Sinon au niveau de la place, c'est très correct, hein. Écoute, c'est plus que correct. Donc moi je suis assis derrière le siège tel que je l'aurais réglé pour moi pour conduire. Je mesure 1m82, donc j'ai des grandes jambes. Et malgré tout, j'ai pas les genoux qui touchent ici. Et donc pour un enfant, un adolescent, il sera très très bien installé. Et c'est là que la batterie fine dont tu parlais tout à l'heure a un gros avantage. Le gros avantage de la finesse qui fait que je peux passer mes pieds sous le siège. Dans beaucoup de voitures électriques, c'est pas le cas parce que la batterie est plus épaisse, donc le siège est vraiment collé au plancher et il n'y a pas moyen de glisser ses pieds dedans et glisser ses pieds comme ça pour à peu près étendre ses jambes quand on fait un peu de route, c'est quand même beaucoup plus agréable. Pour le reste, on a quelques petits rangements, hein. On a les petites pochettes ici au dos des sièges, on a également les grandes aumônières, un petit port USB, on peut quand même dire ce qui manque, un porte-boisson. Un porte-boisson, ce qui manque surtout, c'est un petit accoudoir central là, qui fait qu'on peut abaisser. Souvent dans les accoudoirs centraux, il y a
deux petits porte-boissons pour mettre la canette de Fanta, de ce que vous voulez. Et ben voilà, ici il n'y a pas, c'est dommage. Mais heureusement, on a encore un coffre assez sympa. Donc le coffre, assez généreux, 372 litres. Et surtout, il a un gros avantage, c'est qu'il a un seuil de chargement entièrement plat. Et ça, beaucoup d'électriques ne l'ont pas, notamment la Mégane E-Tech ne l'a pas, puisqu'elle a un grand bac assez profond. Ici, non seulement le seuil est plus bas, mais en plus, il est entièrement plat. Donc quand on a des objets lourds à charger, c'est quand même beaucoup plus pratique, je trouve. Voilà. Et comme vous voyez aussi, il faut savoir que la MG n'a pas de coffre à l'avant, donc il faut bien pouvoir placer les câbles de rechargement quelque part. Eh ben, on peut la placer là-dessous simplement parce qu'il y a double fond avec tout le nécessaire anti-crevaison aussi. Il y a des petites astuces parce que ce plancher est éventuellement repositionnable. Avec un petit système d'aimant, on plie là-dessous, on glisse le plancher comme ça et on a une autre zone aussi, tout aussi large. Et donc, puisqu'on a une banquette arrière rabattable en 2 parties, eh bien ça permet, quand on rabat les sièges arrière, d'avoir un plancher de chargement entièrement plat sur toute la longueur. Et ça aussi, c'est assez rare sur une électrique. Bon, reste plus qu'à aller la conduire. Bah, il n'y a plus qu'à. Je te laisse le volant. Bah, c'est normal, c'est moi le responsable des essais. Et là, voilà, t'as 204 chevaux qui parlent. Bah, quand même, ça avance. Il n'y a pas à dire. On n'est même pas en mode sport, on est en mode normal. Et ça motorise bien parce que là, la chaussée est détrempée. Oh, et ouais, franchement, ouais. t'as démarré, ça a été nickel. Ça n'a pas ciré, pas une seconde. Rien du tout. Oui, parce que, je sais pas, depuis tout à l'heure, depuis le début de notre vidéo, là, il pleut, mais il a vraiment commencé à bien pleuvoir, quoi. C'est la grosse drache, comme on dit chez nous. Ouais. Mais on sent quand même que, bon, MG maintenant, c'est une voiture chinoise, c'est un secret pour personne. Mais les bureaux de mise au point sont restés en Angleterre. Ouais. Et on sent vraiment que c'est plus de la mise au point anglaise, taillée pour les petites routes, que de la mise au point chinoise, où disons qu'il y a un souci de rendre les choses agréables. Le feeling est bon, on a la sensation que le train avant est là pour accrocher. C'est une propulsion et plutôt dans la journée, parce que j'ai déjà fait un petit tour avec la voiture, on a constaté qu'en sortie de rond-point, certains collègues très enthousiastes faisaient un tout petit peu partir l'arrière de la voiture. Donc en effet, il y a un équilibre qui est peut-être un peu porté vers l'arrière. Mais elle a quand même une répartition des masses parfaite, 50-50. 50-50. La direction déjà, elle est assez agréable. Je ne vais pas dire qu'il y a un retour d'information de folie, mais elle est consistante. Quand on change les modes de conduite en mode sport par exemple, elle est encore un peu plus consistante. Oui, parce qu'on a jusqu'à 5 modes de conduite, c'est ça 5, il y a snow, il y a normal, il y a sport et il y a personnalisé. Personnalisé, ouais. Et tu as un mode économie d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu économises de l'énergie a priori. Que si tu es dans la merde pour rejoindre une borne, eh ben, ça coupe tous les accessoires probablement. Ah voilà. Pour te permettre d'arriver jusqu'à la prochaine borne. Et je vais essayer de la mettre en défaut ici. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Là, j'ai donné des bons coups de volant quand même, tout en étant en accélération, et le train n'a pas vraiment voulu non, c'est resté bien lâcher collé. prise. Là, vraiment, c'est resté bien collé. Voilà, là. à demi-tour. Attention, tu peux le faire en une fois, puisque la voiture est particulièrement maniable aussi. Elle a un rayon de bon braquage rayon de très court. Franchement. Bon, je confirme qu'on sent directement que ça filtre bien les casse-vitesses et tout. Ouais. Ça se passe voilà, vraiment bien, ça tape pas trop. Hein. Pas trop. Comme tu disais, c'est aussi la légèreté qui fait que les ingénieurs n'ont pas eu à raffermir exagérément les suspensions, comme c'est souvent le cas, notamment sur les SUV électriques qui ont tendance à bien taper quand on prend un casse-vitesse un peu vite. Ouais. Et donc on a aussi 4 modes de régénération en plus des modes de conduite, puisqu'on a donc un mode de régénération doux qui va s'apparenter grosso modo à une roue libre, où on n'a pas du tout ou très peu de décélération et donc de régénération, donc d'énergie renvoyée vers la batterie. Ensuite on a un mode moyen, un mode fort. Est-ce que le mode fort est un one pedal driving? Et non, pas tout à fait. Non. Il a un bon effet de décélération, mais c'est pas comme par exemple sur
sur une Nissan Leaf, qui est le premier exemple qui me vient à l'esprit, où là, ça va vraiment t'amener jusqu'à l'arrêt complet. Donc ici, on arrive sous les 10 km/h, mais il faut quand même donner le petit coup de frein pour s'arrêter ouais. À la fin. Et alors, on a un mode adaptatif qui va donc s'adapter. S'adapter à quoi? Ah, c'est écrit là. Qui s'adaptera en fonction des conditions de trafic. D'accord, donc voilà. S'il y a un véhicule devant, eh bien, ça va régénérer plus. Et si la voie est libre devant, eh bien, ça va passer sur un mode de régénération doux, voire un mode de régénération absent, donc une roue libre. Mais ça s'adaptera automatiquement. Et ça, c'est quand même pas mal parce que toutes les voitures ne le font pas. Même des compacts électriques plus chers ne le font pas. Exact. Alors par contre, je ne sais pas si c'est le bruit de l'eau qu'il y a sur la route ou quoi, mais l'insonorisation, voilà. On sent qu'il y a quand même eu aussi un peu de matériaux qui ont été retirés à ce niveau-là, je trouve. Ouais, c'est encore une fois, ça participe à la légèreté de la voiture et à son tarif. Cela étant, moi j'ai conduit ce matin où les conditions météo n'étaient pas aussi déplorables, où il y avait moins d'eau sur le sol et c'était plus silencieux que ça. Ce matin j'ai conduit comme un bon père de famille et là j'ai eu une moyenne que je suis d'ailleurs. Et là j'ai eu une moyenne de 15,8 sur un parcours où il y avait de la nationale, de la circulation en ville, pas d'autoroute encore une fois, mais 15,8. Là, on est vraiment bien. Et en essayant les différents modes de conduite et tout aussi. Et en essayant les différents modes de conduite, avec la climatisation. Alors, il ne gèle pas, on est d'accord, il y a 10 degrés, mais quand même. Et partant d'une batterie à 94%, on aurait pu faire facilement 400 km. Ah oui, donc vraiment, c'est 435 annoncés en WLTP sur cette version Luxury. Ouais. Donc, on peut vraiment les faire en usage normal, quoi. En 435, peut-être pas en hiver, parce qu'on a besoin du chauffage, mais à mi-saison, été, probablement oui. Alors Laurent, au terme de cet essai, elle a quand même pas mal d'atouts cette MG4. Elle en a pas mal des atouts. Bon, elle a d'abord un design, on va pas dire que le design va faire l'unanimité, mais en tout cas c'est une voiture qui a de la gueule, on peut pas lui reprocher d'être anonyme. Elle a une belle liste d'équipements dès la version de base, comme on a l'habitude de le voir chez MG. Elle a un espace intérieur digne d'une familiale. Elle a un coffre plutôt utilisable aussi, même on n'atteint pas des records, mais vraiment on est dans le très réaliste. Elle a un atout qui nous intéresse particulièrement, c'est que c'est une voiture vraiment très intéressante à conduire, avec un bon train avant qui mord, avec un train arrière qui pousse la voiture, donc c'est une propulsion. Bref, elle est plus intéressante à conduire que beaucoup de voitures électriques, notamment dans cette gamme. Et sans oublier bien sûr son argument principal face à ses concurrentes, qui est son prix, qui est de 30 785 € en entrée de gamme. Il faut compter 650 € pour avoir cette peinture-là, parce que au prix de base annoncé, c'est que la peinture blanche. Donc dès qu'on veut une peinture supplémentaire, c'est 650 €, mais c'est pas trop cher payé. Et pour la version haut de gamme, la Luxury, avec toutes les options, une pompe à chaleur pour encore optimiser l'efficacité énergétique, les 204 chevaux, la grosse batterie qui va faire 435-450 km officiellement, on n'est même pas à 37 000 €, à 36 935 pour être exact. Et ça, c'est quand même 3 à 4 000 € moins cher que ses principales concurrentes. Je pense qu'on a tout dit. Merci beaucoup Laurent en tout cas. Et puis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, à partager. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut. Laurent. À bientôt. Merci. Salut.